L'ennemi s'avance. Ce qui ressemblait il y a encore quelques secondes à une masse informe et ténébreuse fondant sans retenue sur les dernières troupes d'Orin se dessine enfin. Cordax. Cordax l'abandonné. Cordax l'enfant maudit. Il chevauche un monstre arraché à la fosse abyssale qui l'a engendré, un behémoth colossal et violent, né quelque part entre les ténèbres de notre monde et les portes de l'enfer, appartenant à la fois à l'un et à l'autre. Une titanesque créature d'ordinaire inoffensive, mais qui sous le contrôle mental de Cordax s'avérera être un engin de destruction massive, un monstre capable de balayer d'un revers de queue les dernières forces poséidoniennes, celles qui tiennent le front entre les hordes de Tritoniens qui fondent sur elles dans le sillage de Cordax et leurs familles, laissées derrière. Tout autour du cavalier de l'Apocalypse apparaissent bientôt des hordes de requins, marteaux, blancs, tigres, taureaux, bulldogs, tout ce que l'océan a de plus dangereux est là, au service d'un autre monstre à écailles, déterminé à reprendre dans la fureur et le sang le trône qui lui revient de droit. Nagez pour vos vies, pour ce qu'il peut en rester. L'âge d'or de Poséidonis est terminé. Votre technocratie va mourir aujourd'hui face à la puissance de l'océan qui déferle sur vous. Annonce Cordax, une imposante épée en or dans sa main droite. La panique règne au sein des dernières troupes poséidoniennes, commandées par un Orin dépassé par la situation, tremblant pour la première fois de son existence. Basile, Regine, tous, reculez, reculez, je vous l'ordonne. Vocifère-t-il à ses hommes. Nous devons tuer cet enfoiré. Rétorque Basile à son chef. Non, non, nous devons survivre aujourd'hui. Mort, nous ne servirons plus à rien. J'ai dit arrière, reculez tous. Une escouade de vaisseaux issus de la technologie poséidonienne débarque alors sur le flanc droit de la créature. Leur commandante, Moriska, hurle une directive, aussi simple dans l'énoncé qu'impossible dans la réalisation. Tuez Cordax. Quoi que vous entrepreniez, ramenez sa tête. Si nous le neutralisons, nous neutralisons son armée tout entière. La brave militaire qui autrefois chassait le squale aux côtés de Basile et d'Ilia n'a pas le temps de donner ses instructions que le behémoth se retourne avec fulgurance et balaye tous les vaisseaux du même revers de nageoire. Les engins explosent, les hommes hurlent, pulvérisés sous la puissance du coup. Moriska, non! S'écrie Basile, assistant en direct à la mort violente de son ami d'enfance. Moriska est morte, Basile. Tout son bataillon l'est. Il faut partir. Ferme-la, Viro. Continue de grimper cette falaise avec les... Viro, non! En une poignée de secondes, c'est son deuxième ami d'enfance qui vient d'être anéanti, croqué par la puissante mâchoire du requin qui se referme sur sa cage thoracique et le broie aussitôt. Basile saisit son pistolet laser à la ceinture et abat l'animal, mais trop tard, le cadavre coupé en deux de Viro retombe sur le sol dans un bain de sang. Allez tous crever! Cordax! Cordax, je vais te buter! S'enrage Basile avant d'être subitement rappelé à l'ordre par Orin, le seul capable de ramener à la raison le capitaine de la garde et le seul ayant l'autorité pour le faire. Basile, avec nous, vite! C'est toi le capitaine, bordel! Tes hommes ont besoin de toi, maintenant! Les dernières dizaines de troupes poséidoniennes se sont rassemblées au sommet d'une falaise, dépassées, désorganisées, désespérées, cherchant avant tout le repli avant de subir un ultime assaut de Cordax qui s'avérerait être le bon. Cordax, lui, éprouve toutes les peines du monde à maintenir son contrôle mental sur les requins qui l'accompagnent, les squales se laissant aller à leur frénésie alimentaire et faisant du sang qui se mêle à l'eau tout autour d'eux leur nouvelle priorité. La nature reprend ses droits, malgré les tentatives de Cordax de ramener ses bêtes à la raison. Ces raisons, il y avait. Je me fous que vous soyez attirés par le sang. Vous attendrez que la bataille soit terminée. Je suis le roi de l'océan et vous me devez obéissance. Les Poséidoniens, dont la plupart se sentent piégés, coincés au sommet de cette falaise, sans aucune possibilité de retraite, estimant que Basile et Orin les ont menés à leur perte avec ce dernier ordre, se tiennent prêts à faire face à un ultime assaut.
Cordax sur son Behemoth et ses dizaines de squales fondent à présent sur le ridicule groupe de soldats atlantes qui dégainent leurs fusils laser pour faire feu sur les assaillants. Tuez-moi cette saloperie, les gars! Mon fusil est mort! J'ai plus d'énergie. Le mien aussi! La panique gagne une nouvelle fois les rangs poséidoniens. Poséidoniens, tritoniens. Les requins, eux, ne font aucune différence. Une nouvelle fois surexcités par le goût et la flaveur du sang. Alors ils attaquent sans distinction et se repaissent des soldats de Cordax qui hurlent à ces bêtes. Non, par cela, ils sont avec nous. Mais ce qui devait arriver se produit enfin. Cordax perd le contrôle et ses contrictiens de compagnons de guerre, gagnés par leur appétit insatiable, se retournent contre lui. Par dizaines, ils assaillent le Behemoth, plantant leurs crocs de part et d'autre du monstre. Comme un essaim de guêpes tout autour, ils en déchiquetent de la chair sous les cris de douleur abominables de l'énorme baleine qui bientôt n'est plus qu'une carcasse morte et ensanglantée de plus au fond de l'Atlantique. Les soldats tritoniens ne sont pas en reste, eux aussi attaqués de tous les côtés par toutes les races de requins les plus dangereuses que l'océan peut abriter. Le carnage est total. Cordax, privé de sa défunte monture, tente de ramener les poissons carnassiers à la raison, mais en vain. Plus le sang se mêle à l'eau, et plus les requins deviennent incontrôlables. Dardanus, furieux, remonte jusqu'à son fils, qui l'ordonne de reprendre la situation en main, mais rien n'y fait. Cordax, parle-leur! Parle-leur! Ils réduisent notre armée en charpie! Contrôle-les! Dardanus saisit Cordax par le col de sa cuirasse. Retire ta main de là. Ils ne m'écoutent pas. Le sang les rend fous. Dardanus, hors de lui, projette son fils au sol, dégaine son épée dans un élan de rage incontrôlé, la brandit au-dessus de la tête de ce dernier qui lui assène. Tu as voulu cette guerre, mais tu n'as pas les tripes de la mener. C'est pourquoi tu m'as conduit dans tout ça. Tu es un lâche, un violeur et un lâche. Sale petit ingrat! Les squales surgissent de partout et emportent les derniers tritoniens restés avec Dardanus, sa garde rapprochée, dévorée tout autour de lui, et, avant que les dents de la mer ne l'emportent à son tour, il rengaine son épée et disparaît dans un tourbillon. Cordax se relève. Il semblerait que les dieux sombres de ton père t'aient enseigné une part de leur magie. Voyons s'ils te conduiront à Orin, père. À mesure que Cordax s'éloigne, le calme finit par revenir sur ce qui était encore il y a quelques minutes un champ de bataille. Quelques tritoniens ici et là parviennent à reprendre le contrôle sur les derniers requins. Ils les abattent, aidés par quelques survivants poséidoniens. Comme si leur différence physique était enfin oubliée, le temps de faire face à un ennemi commun, la nature prédatrice, comme si la guerre qui venait pourtant de commencer était déjà sur le point de se terminer. Comme si les haines qui animaient pourtant les deux parties jusqu'à présent venaient de s'évaporer dans l'océan. Comme si le plan de Dardanus et de Cordax était en train de se retourner contre eux. Regin est parvenu à se soustraire au combat et à s'isoler un peu plus loin. Il consacre une dernière partie de son énergie à la rédaction des chroniques, retranscrivant avec une précision certaine les événements de la journée. L'issue de la guerre, il ne la connaît pas encore. Les forces, bien qu'inégales à la base, opposant une majorité de tritoniens en capacité physique avantageuse à une poignée de poséidoniens pourvus d'une technologie vieillissante, ont finalement été rééquilibrés par l'attaque des Sélassiens sur les Poiscailles. Comme si la nature elle-même, ayant trouvé le combat trop injuste, s'était immiscée dans l'affrontement pour en égaliser les forces. Et les principaux leaders de chaque camp, Orin, Basile, Dardanus et Cordax, ne donnent plus signe de vie depuis quelques heures. Volatilisés. Tout de moins, c'est ce que pense Regin avant que justement l'un d'eux ne lui rende une visite aussi impromptue que malveillante.
Cordax! Regine laisse échapper un cri de stupeur en constatant le monstre dans son dos qui tente de le pourfendre de sa lame dorée. Arrête, arrête! Arrête! Je suis pas combattant. Je suis pas un guerrier, je te le jure. Je suis juste un écrivain. Un historien. Tu es Regine. Tu as entendu parler de moi? Les rumeurs veulent que tu sois l'amoureux de ma sœur. Oui, on peut dire ça comme ça. Bien. Cordax abat son arme lourdement sur l'épaule de Regine, qui s'effondre aussitôt. Quelques miles marins de là se jouent les destins de deux peuples, sur le flanc d'un piton rocheux sur lequel Basile se retrouve assailli par une famille de carcharodons restés fidèles à leur nouveau maître. Un des requins-tigres parvient à prendre le capitaine de la garde par surprise et referme sa mâchoire d'acier nacré sur l'avant-bras de ce dernier. Son avant-bras droit, celui qui tenait jusqu'alors fermement son pistolet laser. Alors que la bête lui arrache le bras, Basile réussit à presser la détente et explose le crâne du poisson depuis l'intérieur. Ah, crève, saloperie! Malheureusement, 2 secondes trop tard, Basile extirpe ce qu'il reste de son membre de la gueule de la carcasse. On contemple avec effroi le moignon ensanglanté qui résulte de l'affrontement. Fiona. Cora. Je vous aime. Je vous aime toutes les deux. Et puis, comme pour venir achever le calvaire du capitaine, Dardanus surgit et décoche un coup de pied dans la mâchoire de son adversaire, gémissant et pourtant déjà à terre, mourant avant son arrivée. Tiens. Ah, je vois qu'on se paye du bon temps, ironise Dardanus en pointant sa lame sur la gorge de Basile. Abandonne, Dardanus. C'est terminé, soupire le pauvre Basile, dénué de toute force. T'es pas forcément en position de me donner des ordres, Poséidonien. T'as déjà du mal à rester conscient, n'est-ce pas? Tu vois, depuis que nous sommes tout petits, nous nous battons pour Cora. Depuis sa naissance. Et malgré tout l'amour que je lui ai porté et témoigné, c'est toi qu'elle a choisi. Alors, j'ai dû me résigner à la laisser partir. À l'oublier. Après l'avoir violée, enfant de putain! Elle me l'a demandé. Elle m'a imploré de le faire. Et tu sais quoi? Elle a aimé ça. T'es complètement taré! Au lieu de régner sur l'Atlantide, je gouverne une cité pourrie dont la population ressemble plus à des poissons qu'à des humains. À cause de toi, à cause de vous tous. Va te faire foutre, Dardanus! Personne ne s'est jamais soucié de l'intensité de mon amour pour Cora. Alors, quand je rentrerai à Poséidonis en triomphe, avec ta tête dans la main, elle réalisera enfin lequel de nous deux était le meilleur. C'est à ce point-là que tu l'aimes. Au point de vouloir faire du mal à tout ce qui l'entoure. Oh, certaines des plus grandes leçons de la vie sont les plus douloureuses. T'en fais pas pour elle. Elle apprendra. Alors qu'il abat son épée sur Basile, cette dernière est retenue par la lame d'Orin, venue croiser le fer une dernière fois. C'est terminé, mon neveu. Jamais! Un dernier duel, presque fratricide, s'engage alors entre Orin, fils de Thorval, et Dardanus, fils de Chalaco, à l'issue duquel sera déterminé une fois pour toutes le sort de toute une patrie. Cordax, qui traîne derrière lui par les cheveux un Regine affaibli, qui peine à rester éveillé, arrive bientôt à quelques mètres du combat. Il assiste à la scène. Le roi bien-aimé qui surgit de la nuit des abysses pour sauver son cher gendre au dernier moment. Si tu avais pu vivre, toi, comment dans ton livre aurais-tu appelé ça? Fiona surgit alors l'arme au poing devant Cordax et son petit ami, prêt à en découdre. Fiona! Il appellera ça Fiona! une affaire de famille. Fiona! Ma chère petite sœur, aussi mignonne qu'agressive.
ferme, Cordax. Relâche-le à présent. Bien piètre choix de mots. Cordax balança l'historien dans le vide, qui chuta sur plusieurs dizaines de mètres le long de la roche, avant de s'écraser lourdement dans le sable du plancher océanique. Sans vie. Sale bâtard! Hurla Fiona avant de se ruer sur Cordax. Tu t'es beaucoup entraîné, petite sœur. Tu as eu le temps pour le faire. Moi, j'ai dû composer avec les abysses. Je suis un survivant. Cordax se saisit d'une méduse et l'éclate au visage de Fiona, qui sous la violence de l'impact trébuche. Elle parvient à se débarrasser de la carcasse de l'animal lui occultant la vue et à reprendre un appui solide pour envoyer un féroce coup de semelle dans l'abdomen de son demi-frère. Ce dernier chancelle un brin, puis fait appel à un poulpe se trouvant non loin. La pieuvre projette une large quantité d'encre tout autour de Cora et Cordax profite de la confusion créée par l'épaisse nappe d'eau sombre pour déserter les lieux. Cordax! Cordax! Reviens, sale lâche! Fiona tâtonne dans l'obscurité, l'encre lui brûle les yeux. Je suis là. Une main écaillée saisit la jeune femme à la jambe pour la faire trébucher. Cordax réapparaît, traversant le voile de ténèbres formé par l'encre. Il impose son pied droit sur la poitrine de Fiona à terre pour finir de la dominer totalement. Ton cœur, juste là, sous ma botte. À quel moment vas-tu mourir? À ce battement de cœur-ci? Ou bien au prochain? Aucun des deux! Une nouvelle fois, comme si son adversaire n'avait pas retenu la leçon une poignée de secondes auparavant, elle envoie promener sa bottine dans les parties de la créature qui lâche son arme sous la douleur. T'as pas l'air si différent des autres mecs finalement, lance Fiona entre deux essoufflements avant de terminer le travail en soumettant la nuque de Cordax à la lame de son épée. Estime-toi heureux, j'avais prévu d'installer un couteau dans cette chaussure. Le duel entre Dardanus et Orin, lui, perdure. La haine qu'ils éprouvent l'un pour l'autre n'a d'égal que la férocité qu'ils portent dans chacun de leurs coups. Sans qu'Orin ne s'en rende compte, les deux hommes débouchent aux portes de la caverne. La même qui faillit avaler Basile par le passé. La même qu'Orin a toujours interdit à son peuple d'approcher. Et voilà qu'à présent qu'il affronte son pire ennemi, il est là, aux portes de cette caverne, devant l'immense et terrifiant crâne que la roche dessine. J'ai des pouvoirs dont tu n'estimes même pas la puissance, vieil homme, grogne Dardanus à son duelliste. Alors tu ferais mieux de les utiliser maintenant, jeune homme, si tu souhaites toi aussi devenir un vieil homme, lui rétorque l'ancien roi en le projetant par un coup rapide et bien placé. Je n'ai pas besoin des dieux sombres pour te vaincre, Orin, mon oncle, meurtrier de mon père. Ta mémoire te joue des tours, neveu. Dois-je te rappeler que ce sont tes propres mots qui l'ont condamné? Qu'importe. Aujourd'hui enfin, je vais te faire payer ce que tu as fait à ma fille. Jamais Orin de toute sa vie n'avait laissé une telle rage l'envahir. Le duel est incertain, les deux hommes rivalisant de colère et de ruse dans chacun de leurs coups. Et alors qu'ils continuent de se rapprocher dangereusement de l'énorme mâchoire de la grotte, une forme mystérieuse et terrifiante se dessine bientôt en son sein. Regine, qui a survécu à sa chute et qui parvient difficilement à se hisser à hauteur du combat pour en être témoin, est alors le seul qui remarque la monstruosité qui est sur le point de mettre un terme à l'affrontement. Chalako. Ou plutôt, son esprit, revenu d'entre les morts sous la forme d'un entrelac de corail, de tentacules, de chair putréfiée et de flammes. Immense, et qui domine maintenant le combat, les yeux baignés d'une lueur plus rouge encore que le sol de l'enfer. Mon frère ne m'accueille pas à bras ouverts. Je suis déçu. Orin se retourne stupéfait pour faire face à la créature qui le surplombe. Ce n'est pas possible, s'horrifie Dardanus en levant le regard pour croiser celui de son père. Aussi, je connais mon frère, et ça l'est, grommelle Orin, qui baisse sa garde et tourne le dos à Dardanus, abasourdi par cette vision d'horreur et de dégoût. Oui, Orin, tu me connais très bien. Et voici mon fils, mon cher fils bien-aimé, qui m'a jeté en pâture à mon propre peuple. N'essaye pas de t'évanouir dans la nuit, comme tu sais si bien le faire, fils.
Tes tours de magie ne t'aideront plus maintenant. Rien ne t'aidera plus à présent. Non, père, non. J'ai jamais voulu ce qui est arrivé. Je te le jure, je peux le faire. Je peux faire une dernière chose pour toi. Regarde! Il empoigne la crosse de son épée de ses deux mains et en envoie la lame furieusement entre les omoplates du vieux roi. Vois ce que je fais pour toi, père! Dans le dos, comme il t'a fait, j'ai abattu ton satané frère. Je l'ai fait pour toi, père. Je l'ai fait uniquement pour toi. Orin, transpercé de part et d'autre, le sang coulant à flots sur sa cuirasse dorée, s'écrase au sol. Espèce de cinglé! J'ai mis Orin dans un ultime souffle. Silence! Ferme-la et crève! Dardanus élève sa lame au-dessus de sa tête et l'abat lourdement sur le vieil homme à terre, mais avant que le coup ne soit porté, il est saisi par la gigantesque main de son père démoniaque. Mon fils, ce que tu vois est quelqu'un qui s'est donné tout entier aux dieux sombres. Et dans ma mort, ils m'ont consigné ici, en ce lieu maudit, nourri par la haine grandissante des Atlantes entre eux, abreuvés par leur violence. Aujourd'hui, grâce à ton sang et à celui de mon frère, je vais enfin pouvoir me libérer. Le démon Shalako resserre à mesure de ses paroles petit à petit son étreinte sur son fils. Père, arrête! Arrête! Tu m'écrases! Il le broie entre ses doigts. Oui, et j'écraserai l'Atlantide tout entière! Arrête, mon frère. Toute ta haine est sur moi, pas sur notre peuple. L'esprit d'Orin s'élève alors de son cadavre. Un esprit d'eau et de lumière dont la taille atteint bientôt celle de Shalako. Il poursuit d'une voix puissante, sage et mélodieuse. Notre guerre ne concerne que nous, pas les nôtres. Et cela restera comme ça pour l'éternité. L'esprit d'Orin se jette alors sur celui de son frère et le bien et le mal s'évaporent dans un tourbillon de lumière assourdissant, aveuglant. Les dieux sombres avaient choisi leur champion il y a bien longtemps, et les forces de la nature venaient d'en faire autant. Orin s'était sacrifié pour contenir toute la violence et la haine de son frère au cours d'un combat éternel qui aurait lieu sur un plan bien au-delà de celui de la vie et de la mort. Ainsi j'assistais à la disparition du plus grand roi de l'Atlantide. Imaginons alors les jours qu'il me resterait à passer, toute l'horreur de la destinée du pauvre roi Orin, et mes nuits à pleurer ce merveilleux homme que l'Atlantide ne connaîtrait plus jamais. Ce jour où Orin et Shalako disparurent de notre monde, tous les courants de l'océan ne suffirent pas à emporter mes larmes, conclurait Jean avant de refermer les chroniques et de se coucher auprès de sa belle Fiona. Un bataillon de l'armée poséidonienne transporta le corps du seigneur Orin jusqu'au caveau familial. À la vue du corps meurtri de son ancien leader, le peuple ne s'approcha plus jamais de la caverne de la mort. Narméa embrassa une dernière fois le front glacé de son amour. Elle ne retrouva jamais totalement la raison à la suite de la mort de son époux et mourut dans son lit quelques années plus tard. Cordax, capturé par la princesse Fiona, fut épargné par la grandeur de la reine Cora. En guise de punition, le bras gauche de la créature fut amputé et la reine jura à son fils qu'il perdrait l'autre s'il s'avisait de remettre un jour un pied en Atlantide. Cordax le maudit, Cordax l'abandonné, fut banni à nouveau. Il disparut dans l'immensité de l'océan sur un énorme requin blanc, et plus personne ne le revit jamais. Il devint une légende, un mythe, raconté aux petits Atlantes pour leur faire peur et les faire se tenir sages. Tu n'obéis pas à maman, alors Cordax reviendra et t'emmènera. Les années passèrent. Fiona et Regine, qui devint ainsi le plus vieux chroniqueur de l'Atlantide, eurent deux merveilleux enfants, Fatima et Kalunga. Personne ne sut jamais réellement si l'affrontement entre le démon Shalako et l'esprit d'Orin avait eu lieu, ou s'il ne s'agissait là que de la retranscription romancée par Regine d'une réalité bien moins fantasmée et moins glorieuse. Regine entretiendra volontairement le mystère autour de ce qu'il avait vu
En cette journée fatidique, jamais personne ne devrait un jour remettre en doute que le grand roi Orin, fils de Torval, avait plus que n'importe qui dans le monde sous-marin avant lui l'étoffe des légendes. Ainsi se conclut l'ère d'Orin, celle de Chalaco, celle de Dardanus et de la reine Cora. Ainsi se conclut le premier âge d'Atlantide.